Bonjour à vous et bienvenue dans Zéro Marketing Interview. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je reçois Nathy Derweiler pour parler, non pas de santé au naturel, parce que c'est comme ça que je l'ai rencontrée, mais pour parler d'un livre qu'elle est en train d'écrire et de publier. Bonjour Nathy, bienvenue parmi nous. Bonjour Cyril, bonjour à tous, merci de me recevoir. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu écris Zizanie en cuisine? Avec plaisir. Alors, Zizanie en cuisine, je l'écris d'abord parce que l'écriture est une de mes grandes passions depuis que je suis toute petite, depuis que je sais écrire. Puis, parmi mes autres grandes passions, il y a la cuisine. Ça a été mon métier pendant plusieurs années. Ça l'est toujours dans le sens où je continue de créer des recettes à l'année longue, mais des recettes axées alimentation santé, justement pour mes clients et pour moi-même aussi, pour garder la forme. Et enfin, qu'est-ce qui a fait que spécifiquement je me suis orientée sur Zizanie en cuisine? Je participais alors à une masterclass d'écriture animée par Eric Emmanuel Schmitt, grand auteur contemporain. Et un des exercices de cette masterclass consistait à transformer une recette de cuisine en un récit. Pour la petite histoire, en fait, c'était le chapitre qui permettait de faire la différence entre savoir écrire et être écrivain. Alors moi, ça me permettait de rassembler mes deux passions, cuisine et écriture. J'ai beaucoup aimé. Et puis, je m'intéresse depuis un grand nombre d'années à la question de l'alphabétisation. Et ici au Québec, où je vis, la Fondation pour l'alphabétisation propose un programme qui s'appelle Cuisimo, alors qui m'interpelle beaucoup étant donné qu'il s'agit de rassembler des binômes, enfants et parents, autour d'un atelier de cuisine. Et finalement, la recette de cuisine va permettre d'appréhender la compréhension d'un texte écrit à travers la réalisation de cette recette. Donc, comme je dis souvent, eh bien, le sujet de la masterclass d'écriture a été la graine, puis l'inspiration du programme Cuisimo a été l'engrais, et de cela, eh bien, le fruit, c'est Zizanie en cuisine. Alors si je comprends bien, le professeur, Monsieur Schmitt avait prévu de vous faire faire un exercice pénible, ennuyeux, difficile, dans lequel vous alliez devoir plonger dans vos ressources pour écrire un bon texte, devenir un vrai écrivain. Et toi, bah, ça te plaisait. Oui, exactement. Ça m'a plu. J'ai eu même plusieurs inspirations. Alors, autant dire que le texte Zizanie en cuisine, d'ailleurs, n'est pas celui que j'ai rendu pour la Ah, masterclass. J'en ai quand fait même. un autre. Et j'ai gardé Zizanie en cuisine, justement, dans l'idée d'en faire vraiment un texte beaucoup plus abouti, puisque dans la masterclass, il devait tenir en une page et demie à peu près. Puis moi, très vite, je me suis retrouvée avec 7 pages. Donc avec quelque chose de beaucoup plus consistant. Et oui, ça m'a passionné de justement partir d'une recette de cuisine. Puis tant qu'à faire, j'ai choisi une recette de cuisine que j'avais moi-même créée, qui est une recette de goûter santé. Je m'en doutais un peu. Si nous partageons cet intérêt pour la santé au naturel, la santé véritable, c'est peut-être pas un hasard si on se retrouve aujourd'hui. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est finalement, euh, tu disais que c'est une, une fondation Cuisimo, mais il y a des gens qui ont besoin de mieux comprendre les textes écrits aujourd'hui. Oui, tout à fait. Souvent, en fait, on pense que la question de l'analphabétisme ne touche que les pays pauvres ou que les pays, pour utiliser une expression désuète, en voie de développement, alors que la question de l'analphabétisme est très présente aussi dans les pays occidentaux, que ce soit le Québec ou la France ou d'autres pays européens. Il faut faire la distinction entre l'illettrisme, qui est l'incapacité de lire ou d'écrire faute d'apprentissage, donc faute d'accès à un professeur ou une école, et puis l'analphabétisme qui en fait concerne la difficulté de comprendre un texte à l'écrit lors d'une lecture ou de rédiger un texte à l'écrit qui soit compréhensible.
Donc, il y a vraiment la différence entre maîtriser une langue faute d'apprentissage et puis la compréhension. Et l'analphabétisme est présent à la fois en France et au Québec. Sortons des schémas que ça concerne que les populations issues de l'immigration, c'est totalement faux dans la réalité. Pour quelle raison d'ailleurs? Alors, c'est sûr qu'on va pouvoir avoir éventuellement, mais là, je n'ai pas de statistiques, une prédominance chez les populations issues de l'immigration parce qu'il y a l'apprentissage, mais c'est faux. On remarque d'ailleurs que ces 10 à 15 dernières années, depuis 2003 d'ailleurs, il y a une augmentation de l'analphabétisme dans les pays occidentaux, encore une fois que ce soit le Québec ou la France. Les sociologues mettent ça en relation avec l'augmentation de la consommation, voire de la surconsommation des écrans de toutes sortes. Arrêtez tout, arrêtez YouTube. Oui, je sais, on est dans une vidéo qui va être sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur les écrans. Mais quand bien même. Et de ce fait, du coup, cette surconsommation ou cette forte consommation des écrans détourne de l'objet écrit et qui fait que l'individu va avoir plus de difficultés à comprendre le message écrit et plus de difficultés à le rédiger, de façon à ce qu'il soit compréhensible aussi. C'est vrai que quand on traîne sur Facebook, on voit des fois l'orthographe, voire la grammaire de certains messages, on se rend bien compte que, certes, la personne écrit, super, mais quand elle écrit, si tu ne lis pas à haute voix, tu n'arrives pas à comprendre ce qu'il voulait dire. C'est ça, c'est ça. Là, on est justement dans la difficulté de rendre un message écrit qui soit immédiatement et facilement compréhensible parce que se logent des fautes d'orthographe, mais surtout des fautes de grammaire, de conjugaison. Parfois, le message peut même aboutir à l'inverse de l'intention de la personne parce qu'il y a une difficulté de maîtrise là-dessus. Et on voit que ça concerne à peu près, ça ne concerne pas qu'une frange de la population, mais à peu près toutes les catégories et quel que soit l'âge aussi de la personne. Donc, Zizanie en cuisine aide par quel truchement les gens qui doivent donc accéder à des textes? Est-ce qu'ils les comprennent facilement justement? Est-ce qu'une recette de cuisine est facile à comprendre pour quelqu'un qui a un accès limité à la langue écrite? Alors, une recette de cuisine écrite dans les règles de l'art de la cuisine n'est pas forcément facile pour tout le monde. Puis, j'ai été animatrice culinaire pendant des années, donc justement, j'animais des ateliers de cuisine. Puis souvent, il y avait « Ah, mais ça veut dire quoi ce mot ?» etc. parce qu'il y a du vocabulaire technique. Mais c'est intéressant parce que généralement, on essaie de faire des phrases qui sont simples. Puis une fois qu'on fournit le vocabulaire technique, on va pouvoir mesurer la compréhension de la personne. Zizanie en cuisine, c'est particulier parce que, oui, c'est une recette de cuisine, mais sous forme littéraire. Donc, c'est un récit où les ingrédients puis les ustensiles sont transformés en personnages. Donc, ce sont des véritables héros qui vont vivre des aventures. Et à travers les aventures qu'ils vont vivre, eh bien, l'idée, ça va être que le lecteur va devoir faire comme une chasse au trésor pour retrouver tous les éléments de la recette de cuisine. D'ailleurs, on arrive à cuisiner en lisant le livre? Oui, tout à fait. C'est vraiment ça. C'est pour ça que j'appelle Zizanie en cuisine, c'est un conte philosophique et chasse au trésor. Parce que justement, quand le lecteur, petit ou grand, va lire le texte, à la fin du livre, il va avoir une fiche d'indices où il va pouvoir marquer justement les indices pour pouvoir reconstituer la recette de cuisine. Donc, de ce fait, on va pouvoir mesurer sa bonne compréhension et sa lecture attentive du texte. Alors, il n'y a rien de rébarbatif pour quelqu'un qui n'a pas de souci de compréhension de lecture, c'est du pur plaisir. Mais pour quelqu'un qui a des difficultés à la lecture, c'est un exercice didactique très intéressant. Donc, l'autre approche aussi, j'ai un goût particulier pour les mots. J'aime beaucoup les mots. Quand j'étais enfant et que je m'ennuyais, je prenais le dictionnaire, puis je l'ouvrais à une page, puis je piochais un mot que je ne connaissais pas, puis j'inventais une histoire. Donc, j'aime mettre des mots qui sont peu usités dans mes textes.
Zizanie en cuisine en est l'exemple, puisque j'ai établi grosso modo que pour ce conte, le premier lecteur est âgé de 7 à 8 ans, mais ça va jusqu'à 88 et plus. Mais le lecteur va retrouver des mots dont il n'a pas l'habitude. Si je prends par exemple parmi les premières phrases du conte, il y a le verbe vitupérer, donc qui est peu connu, qui est un très joli verbe. Donc on va retrouver comme ça des mots peu employés. Par contre, dans le livre, chacun de ces mots-là, il y a une petite astérisque et il y a un glossaire à la fin du livre pour que le lecteur puisse retrouver facilement la définition, puis surtout la définition qui est remise dans le contexte du livre. Donc, quel que soit notre niveau de lecture, on va pouvoir accéder facilement à ce vocabulaire enrichi. Quand on travaille avec des gens qui sont sur une langue seconde, on a des textes, je me souviens, pour avoir fait la promotion de l'espéranto pendant très longtemps et l'avoir moi-même appris, dans Monato, il y avait des articles qui étaient accessibles aux gens qui connaissaient que 500 racines ou les 500 premières racines, ce qui veut dire qu'on était capable de dire, bon tiens, celui-là tu peux le lire quand tu connais 500 racines. Celui-là, il va falloir en connaître 2000, sachant que quelqu'un, un locuteur qui maîtrise tout, en connaîtrait 20 000, 30 000. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui de la frange de mots qu'il y a dans Zizanie en cuisine? Est-ce que c'est plutôt des mots qu'on retrouve chez des gens qui connaissent 20 000, 30 000 mots, ou aux alentours de 2000, ou alors pas dans les 200 premiers, j'imagine? Est-ce que tu as une idée de cette répartition statistique? C'est une excellente question, Cyril. Je ne saurais pas y répondre. Je t'avoue que je ne me suis pas penchée sur cet axe de réflexion. Il faudrait que je le fasse d'ailleurs, d'autant plus que tu parles justement de la gamme de locution disponible chez un individu qui va de 200-300 mots à peu près 20 000 à 30 000 mots sur la gamme élargie. Et c'est directement relié justement à la question de l'alphabétisation et de l'analphabétisme. Ça a d'ailleurs fait l'objet d'une étude particulière d'un sociologue français réputé, Bourdon, je ne me souviens plus de son prénom, dans les années 80, qui a fait le lien avec l'appauvrissement de l'acquisition de la gamme de vocabulaire dans certaines franges de la population, puis les difficultés sociales et l'augmentation des violences dans certaines zones urbaines. Donc, par contre, pour Zizanie en cuisine, je n'ai pas élaboré la statistique, alors tu me lances un joli défi, je te remercie. Ça fait toujours penser à 1984 de George Orwell, dans lequel le pouvoir a inventé great, ça sert à rien, il y a good, il y a plus good. Et quand c'est vraiment très bon, il y a double plus good. C'est comment réduire la capacité des gens à penser en enlevant les mots. Exactement, exactement. Le vocabulaire et la compréhension du vocabulaire d'un texte écrit et la capacité d'écrire, pour moi, sont directement reliés avec aussi la question de la démocratie. Si on manque de vocabulaire, eh bien, c'est toute notre compréhension du discours politique qui va être biaisée. Et là, c'est la question de la démocratie qui peut être mise en question, justement. Alors, j'aimerais poser une question par rapport à cette fondation. Donc, la diffusion de Zizanie en cuisine aide à la lutte contre l'analphabétisation. En quelle sorte? Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Oui, alors tout simplement, j'ai signé un contrat d'entente avec la Fondation pour l'alphabétisation. Je vous ai parlé du programme Cuisimo. Il y en a un autre au sein de la Fondation qui s'appelle le programme La lecture en cadeau, qui permet en fait à la Fondation de collecter des dons de livres neufs, puisque souvent les enfants et les adultes en situation défavorable ont une difficulté d'accès aux livres neufs. Donc la Fondation organise des collectes de dons de ces livres, puis qui sont ensuite remis justement à ces personnes issues de milieux défavorables
et en situation d'analphabétisme. Donc, lorsque l'on participe à la campagne de pré-vente de Zizanie en cuisine, qui est actuellement en cours, puisque le compte est complètement achevé au niveau de l'écriture, je suis en phase donc d'auto-édition pour la publication du livre qui devrait avoir lieu fin novembre, début décembre. Pour bien ce pour les faire, fêtes. j'ai organisé, oui, juste avant les fêtes de Noël, c'est parfait, pour se faire un cadeau et faire un cadeau aux autres. Donc, la campagne de prévente est en cours, elle dure jusqu'au 22 septembre. Lorsque l'on participe à cette prévente, donc on va s'acheter le livre Zizanie en cuisine, on a deux options justement pour contribuer en faveur de la Fondation pour l'alphabétisation. Première option, dans toute la série de packs Zizanie en cuisine disponibles en prévente, il y en a un qui s'appelle le pack La Main. La Main, c'est un des personnages de Zizanie en cuisine, mais du coup, je trouvais que c'était adapté pour justement l'objet solidaire. Dans le pack La Main, il contient 2 livres et ces 2 livres sont remis en don à la Fondation. Puis dans les autres packs, qui peuvent contenir 2, 3 ou 4 livres, on peut sélectionner l'option La Main, c'est-à-dire garder certains livres pour soi, à offrir, et sélectionner La Main, ce qui fait qu'un des livres du pack va être remis en don à la Fondation. Donc ça, c'est très concret, puisque plus il y aura de participants, plus on sera à même d'atteindre l'objectif de la campagne de prévente pour financer la publication du livre, et plus on sera à même d'aller soutenir la Fondation pour l'alphabétisation à travers les dons en livres, et avec justement un livre qui est particulièrement intéressant parce qu'il est classé en littérature jeunesse, mais il s'adresse aussi au lectorat adulte et écrit d'une façon qui justement va permettre aux personnes concernées de travailler sur les questions de l'alphabétisme. Je vois tout à fait parce que mon épouse et moi avons vécu en Angleterre, qui est notre troisième langue. Lorsqu'on avait des livres de cuisine anglais, quand bien même nous sommes éduqués, c'était pas limpide. Et quand tu es dans une langue étrangère, tu te rends compte que tu peux très rapidement faire des erreurs ou même tu comprends pas ce qu'ils veulent dire. Alors t'imagines en plus cuisiner avec des onces, des fluidances. Oui. C'est nous, quand on a vécu en Angleterre, ils étaient en train de passer au métrique, autant dire que les bouquins, ils étaient loin d'être au métrique, hein. Ils étaient encore en impérial. Donc c'était compliqué, je vois tout à fait ce que ça peut donner. Et puis le 8 septembre, c'est la journée de l'alphabétisation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus dans ce domaine? Oui, alors le 8 septembre, effectivement, c'est la journée mondiale de l'alphabétisation, journée mondiale officielle qui permet justement de sensibiliser l'opinion publique internationale à la question de l'alphabétisation. Donc, c'était justement pour moi l'occasion de remettre le focus là-dessus, sur une cause qui me tient très à cœur. Donc, dans les pays, normalement, il est censé y avoir des événements organisés pour collecter des fonds numéraires, là, en argent, parce qu'il y a aussi des programmes de bourses qui permettent de financer des études pour les personnes en situation de difficulté d'apprentissage. Là, pour ce qui est du Québec, la Fondation pour l'alphabétisation organise un gros événement virtuel, malheureusement cette année, alors que d'habitude il est physique. L'avantage, c'est que du coup, même des personnes extérieures du Québec peuvent en profiter. L'idée étant vraiment de faire en sorte que les gens prennent conscience qu'autour d'eux, il y a des personnes qui peuvent être en situation d'analphabétisme, qu'il ne s'agit pas de les pointer du doigt ou de les discriminer. Puis, au sein de nos propres familles, quel que soit notre milieu social, on peut avoir aussi ce genre de situation, puis qu'il y a beaucoup de solutions, puis qu'il y a des moyens de se faire accompagner là-dessus.
l'alphabétisation, c'est vraiment un enjeu majeur à la fois au niveau social, sociétal, puis au niveau économique. Parce qu'une personne qui est en situation d'analphabétisme, c'est une personne euh, qui va hypothéquer son potentiel d'études, qui ne va pas pouvoir faire de carrière professionnelle étendue. On sait aussi statistiquement que c'est une personne qui va avoir davantage d'accidents de travail sur son lieu de travail suite à des mauvaises compréhensions des consignes, qui va avoir tendance à développer aussi plus de problématiques au niveau de la santé mentale. C'est un autre des aspects. Et ce qui fait qu'une population qui représente un taux d'analphabétisme important, c'est aussi un pays qui est en train de s'appauvrir à terme économiquement. Donc, ce qui est frappant, justement, je disais que ça concerne aussi les pays occidentaux. L'OCDE a sorti des statistiques, les dernières datent de 2015. Et en France, il y a seulement un Français sur deux qui a un niveau de littératie, donc de compréhension de l'écrit, situé à bon ou excellent. Que ça? Ça veut dire qu'il y a 51%. Oui, ça veut dire qu'il y a un Français sur deux. Non, là quelqu'un de normal remet en cause la mesure. Mais... C'est pas possible. Quelqu'un qui a de l'aisance avec, oui, peut le remettre en cause. Mais c'est pour ça que je dis que dans nos propres familles, on peut être concerné, même si on ne l'a pas identifié. Donc, un Français sur deux donc, va avoir un niveau de littératie moyen, médiocre ou mauvais. Donc, c'est quand même un enjeu important. Puis, au Québec, au niveau de la population québécoise, il y a 19% de la population qui est identifiée en situation d'analphabétisme. D'accord. Et c'est un chiffre qui a augmenté par rapport à 2003, où en 2003, c'était 16% de la population. Et là, 19%. Et l'augmentation... C'est mesuré sur le même standard? Comment? C'est mesuré par rapport au même standard? Oui, c'est mesuré par rapport au même standard, tout à fait. Et ce qu'on remarque justement dans cette augmentation, c'est au niveau des populations en dessous de 40 ans. Donc, où justement, selon les sociologues, il y a une surconsommation des écrans. On en revient à ce que je disais au départ. Parce qu'il y a eu une déperdition du texte écrit pour les écrans, puis pour tous les messages texto, SMS, etc. Et peut-être aussi, c'est vrai qu'on a l'impression que sur les nouvelles générations, il y a quand même un accent, alors là je parle pour la France, un accent, et avec l'expérience de mes filles, un accent moindre sur tout ce qui est dictée, apprendre à écrire correctement, usage écrit même écriture manuscrite, et vérification finalement que la personne est bien dans la norme. Parce que tu arriveras toujours à écrire ce que tu veux, tu peux écrire en phonétique, mais tu n'es plus dans la norme qu'un cerveau étranger, un autre cerveau attend quand il voit écrit quelque chose. Oui. C'est vrai qu'on le remarque en France, on peut éventuellement le remarquer aussi au Québec. Je ne suis pas au Québec depuis assez longtemps pour avoir du recul par rapport à l'évolution. Je peux sortir les évolutions statistiques officielles, mais pas les impressions. En France, on peut effectivement le constater, on le voit ne serait-ce que par rapport au brevet des collèges ou au niveau qui est demandé. Ça a beaucoup évolué, puis évolué dans un sens... je dirais, plus laxiste. Puis là, je ne vais absolument pas accuser les enseignants, mais plutôt les directives ministérielles. L'orthographe alternative. C'est ça aussi. Donc oui, on le remarque, le niveau d'exigence dans l'acquisition de la maîtrise linguistique est beaucoup moindre que ça a pu être sur les générations précédentes.
Cependant, moi, le point d'espoir que j'ai, et puis on l'observe aussi bien en France qu'au Québec, c'est que dans les années récentes, la littérature jeunesse connaît un boom. Donc, il semble que dans les jeunes pousses, il y a un retour à l'amour du livre. Alors ça me plaît beaucoup. Je crois que c'est de toute façon très lié à l'héritage familial. Si les enfants voient les parents lire, les enfants vont lire. S'ils ne voient jamais les parents lire ou avoir accès à l'écrit, c'est-à-dire prendre le temps de se concentrer, d'être là, concentré sur quelque chose et le lire, ils vont pas le faire. Il y a effectivement le poids de l'exemple familial, c'est certain. Il y a aussi l'exemple, la stimulation donnée à l'école. C'est sûr que si à l'école, dans le programme scolaire, on n'a que des livres très littéraires ou barbants, hein, pour reprendre un terme que les écoliers ou les collégiens vont utiliser sur certaines de leurs lectures imposées parce que ce sont des sujets qui ne vont pas forcément parler aux jeunes, versus des enseignants qui vont sortir un petit peu du cadre et puis proposer des lectures plus stimulantes, plus d'actualité, plus jeunes, plus connectées au monde d'aujourd'hui, etc. Là, on peut avoir un enfant issu d'un milieu familial où la lecture est peu présente, mais qui va être stimulé via le milieu scolaire. Puis là, je le remarque. Là, pour le coup, j'en ai une expérience dans le milieu scolaire québécois où il y a beaucoup d'enseignantes de français qui justement sortent du cadre et puis créent des ateliers de lecture avec beaucoup de lecture jeunesse contemporaine, d'auteurs, comme on dirait au Québec, qui sont fun parce qu'ils vont parler des sujets qui intéressent les enfants ou les adolescents aujourd'hui, puis avec une approche du vocabulaire qui est plus à la portée. Puis c'est très correct aussi parce que l'idée, c'est d'intéresser à la lecture et ensuite le lecteur évoluera. C'est un phénomène que j'ai moi-même vécu, puisque nos filles sont bilingues français-espéranto, et l'allemand est leur troisième langue. Donc ça a été un vrai défi de les amener à lire en allemand. C'est ce qu'elles ne pouvaient pas voir chez nous, parce que moi je ne lisais pas en allemand, et là ça a été l'inverse. C'est quand elles ont rejoint les classes bilingues au moment du lycée, elles ont eu à acquérir la pratique écrite pour obtenir leur abitur allemand. Et moi, j'en ai profité aussi parce que les professeurs introduisaient donc des livres en allemand qui étaient plus faciles, justement pour amener les enfants à apprendre, ceux qui ne l'avaient pas encore, à prendre cette habitude de lire des romans en allemand pour atteindre le niveau littéraire, langue maternelle, en 3 ans. 3 ans, c'est peu. C'est peu, oui. Pour moi-même, on ne le voit pas là. Bon, on voit que chez nous, les livres ont une importance. L'accès à l'écrit dans cette famille est naturel. Par contre, j'ai quelque part là-bas une pile de... Ah tiens, allez. J'ai expérimenté. Voilà un roman jeunesse. Ok. Rubin Roth. Alors le premier, c'est Rouge Rubis. Rubin Roth. Zaffirblau is Maraggrün. 1200 pages, lu 2 fois. Waouh. Impressionnant. Voilà, c'est pour des 12-15 ans, mais pour moi, l'allemand n'est que ma troisième langue, c'est pas évident du tout d'accéder à ce niveau-là. Donc je sais très bien ce que quelqu'un qui ne maîtrise pas bien la langue doit faire comme effort quand il le fait à l'âge adulte. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible de devoir dire je lis ça parce que les phrases sont courtes et parce que c'est toujours le même vocabulaire qui revient, et alors je peux le comprendre, alors que finalement mon âge, mon quotient, enfin, ma maturité intellectuelle m'amènerait à vouloir lire autre chose. Par chance, ils sont bien, quoi. Donc c'est vrai, la littérature jeunesse, on vit dans une période où elle est extraordinairement riche et prolifique, donc profitons-en. C'est ça. Puis, un dernier aspect que je souhaiterais signaler sur 10 années en cuisine, je l'ai mentionné rapidement tantôt, que c'est un conte philosophique et chasse au trésor. Alors, chasse au trésor parce qu'on va collecter les indices pour reconstituer la recette de cuisine.
et philosophique, parce que finalement, à travers les aventures que vivent les ingrédients puis les ustensiles, eh bien, on va avoir aussi des questions de réflexion qui vont être abordées, comme la différence avec les autres, les relations interpersonnelles, la question de la solidarité, la question de la bienveillance, et puis aussi un aspect sur comment aborder les épreuves de la vie. Donc, le livre commence par justement la question de la différence avec les autres, et puis qu'on va se chicaner, ne pas s'aimer, ne pas vouloir rencontrer l'autre parce qu'il est différent. Et ça peut toucher toute forme de différence, puis ça peut aussi interpeller ceux qui sont en situation d'analphabétisme et qui se sentent un peu différents des autres, et puis ceux qui sont en situation d'aisance et de maîtrise, de ne pas aller euh, condamner son prochain, mais en fait cette différence s'adresse de façon très très large, et c'est aussi des thèmes que Zizanie en cuisine aborde. Et j'ai un de mes primo-lecteurs qui est bouquiniste et qui a dit qu'il avait trouvé très intéressant parce que ça pouvait faire un très bon support pour les parents afin d'accompagner les enfants sur ces thématiques abordées. C'est pas tous les jours que les livres de cuisine nous parlent de développement personnel. Exactement. Merci Nathan, Nati, pardon, j'ai en train de Oui, penser. Pardon, je pensais à l'éditeur oui, bien connu de livres, et j'étais en train de me dire qu'il faut aussi qu'on aborde où est-ce qu'on peut retrouver ce livre, bien évidemment. Alors, la campagne de prévente actuelle se déroule sur la plateforme Ulule. D'accord, donc on Euh, va mettre le lien dans la description Exactement. sur YouTube. Donc là, en cliquant sur le lien Ulule Zizani, vous pourrez avoir accès aux détails du projet et du livre. Vous aurez même une vidéo avec un extrait de lecture du conte pour le découvrir encore mieux. Et puis, sur votre page Ulule, vous aurez les différents packs de prévente pour commander votre livre, et il sera livré début décembre, donc juste avant Noël. En France ou au Québec? Tout à fait. Merci d'ailleurs de demander cette précision, Cyril, puisque Zizanie en cuisine sera une édition québécoise, mais j'ai constitué un partenariat qui fait que pour tous les lecteurs européens et français, le livre sera imprimé en France, donc local. On ne va pas dépenser des tonnes de carbone en transport aérien, ce qui permet aussi d'offrir un livre à un prix très abordable, y compris pour les lecteurs européens. Donc, édité et imprimé au Québec pour les lecteurs canadiens, et imprimé en France pour les lecteurs français et européens. Parfait, ben merci, merci Nati de te prêter au jeu de l'interview. On va souhaiter un bon avenir à Zizanie en cuisine, et puis je vous invite à cuisiner pour la santé, parce que c'est quelque chose qui nous rejoint, santé au naturel. Et puis si cette vidéo peut aider à la diffusion du livre, ben, cliquez sur j'aime et partagez-la. Et on se retrouve pour un prochain interview bientôt. Bonne Merci journée à Cyril, vous. à bientôt.